Si on prenait un simple coton-tige pour frotter la peau de l'animal sauvage le plus solitaire qu'on puisse imaginer, on y découvrirait une métropole microscopique bien plus peuplée que Tokyo en fait. Ouais, c'est une image assez frappante. Franchement, oui. On a tous cette illusion un peu tenace d'être des individus uniques, super autonomes et surtout parfaitement délimités, quoi. Mais prenons l'exemple de Baba. Ah oui, Baba, le pangolin. Exactement. Un pangolin à ventre blanc qui vit aux eaux de San Diego. Physiquement, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, on dirait un croisement complètement invraisemblable entre un petit fourmilier et, je sais pas, une pomme de pine géante recouverte d'écailles vernies. C'est une très bonne description, ouais. Et quand on le regarde se déplacer, on pense vraiment voir un organisme singulier, un individu, quoi. Mais l'image devient vraiment vertigineuse quand un chercheur s'approche de Baba avec ce fameux coton-tige pour récolter des échantillons sur son museau et ses écailles. Du coup, c'est là que le mythe s'effondre. C'est ça. Ce geste, il révèle que Baba, c'est pas un individu, c'est un zoo à lui tout seul. Et c'est précisément l'objet de notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. On va explorer ces recherches fascinantes sur le microbiome en s'appuyant beaucoup sur le livre d'Ed Young, I Contain Multitudes. Un livre vraiment essentiel pour le coup. Absolument. Et notre mission aujourd'hui, c'est de déconstruire cette approche très classique, cette vieille théorie des germes qui réduit les microbes à des simples menaces, à des pathogènes. On veut montrer comment la faune, et par extension l'être humain, c'est pas une collection d'individus isolés. On est des réseaux d'écosystèmes ambulants. Et pour vraiment saisir l'ampleur de ce renversement de perspective, je pense qu'il est d'abord nécessaire de recadrer notre place dans le temps. L'ego humain a toujours tendance à se placer un peu au centre de l'évolution. C'est clair, on se voit comme le sommet de la pyramide, hein. Voilà. Mais si on prenait toute l'histoire de la Terre et qu'on la ramenait à, disons, une seule année calendaire, la vie ferait son apparition quelque part au mois de mars. Et de mars jusqu'à octobre, les microbes ont régné de manière absolue, exclusivité totale sur la planète. Attends, donc pendant des mois sur ce calendrier, il n'y a littéralement rien d'autre que des bactéries. Rien d'autre. Les animaux, eux, ils ne font leur entrée qu'à la toute fin de l'année vers novembre. Quant aux humains, on n'apparaît que dans la dernière demi-heure du 31 décembre. Ça remet les choses en perspective. Grave. Ce calendrier cosmique nous montre une chose fondamentale, c'est qu'on a évolué dans leur monde. L'environnement dans lequel nos ancêtres se sont développés, c'était pas une toile vierge, c'était un bouillon saturé de bactéries. Donc c'était juste impossible d'évoluer de manière isolée en fait. Exactement. Chaque créature visible aujourd'hui, elle s'est construite en intégrant cette omniprésence microbienne. On est devenu, littéralement, des archipels pour des milliards de locataires microscopiques. Mais tu vois, même le concept de locataire, je trouve que ça laisse penser à une relation assez passive, comme si les bactéries, elles se contentaient de squatter un espace qui existait déjà. Oui, on s'imagine qu'elles posent leurs valises et c'est tout. Voilà. Or, quand on décortique un peu tout ça, on réalise que cette vision, elle est super incomplète. Les microbes font pas que coloniser nos corps, ils participent activement à l'architecture même de nos corps. C'est de l'ingénierie pure et dure. C'est vrai, et cette biologie de la construction, c'est sans doute un des aspects les plus fascinants de la symbiose. Si on prend l'exemple du calmar hawaïen, c'est un petit céphalopode nocturne. Ah oui, cette histoire est dingue. Ouais, ce prédateur, il évolue dans des eaux peu profondes. Le problème, c'est qu'il risque constamment d'être repéré d'en bas par ses propres prédateurs à cause de l'ombre qu'il projette sous la lumière de la Lune. C'est le paradoxe d'être un chasseur nocturne, on est aussi une proie. Exactement. Du coup, pour survivre, il a développé une technique de camouflage par contre-illumination. En gros, il émet une bioluminescence vers le fond marin qui annule parfaitement sa propre silhouette. Mais le détail crucial, c'est que le calmar est génétiquement incapable de produire cette lumière lui-même. Attends, donc il naît sans pouvoir faire la seule chose qui le maintient en vie? C'est ça. Son organe lumineux est complètement incomplet à la naissance et il naît totalement stérile. Mais du coup, s'il naît stérile et qu'il a un besoin vital de cette lumière, ça veut dire qu'il doit forcément y avoir un mécanisme, genre de contamination volontaire avec son environnement. Voilà, c'est une question de recrutement hyper sélectif. L'océan, c'est une soupe qui contient des millions d'espèces bactériennes différentes. Mais le calmar, il a besoin d'une seule d'entre elles. Elle s'appelle Vibrio fischeri. D'accord, et comment elle agit celle-là? Eh ben, quand cette bactérie spécifique pénètre dans les pores du calmar, elle va déclencher une réaction en chaîne, mais vraiment impressionnante. Le contact avec la bactérie provoque la mort programmée de certaines cellules du calmar, ce qu'on appelle l'apoptose. Ah ouais, donc les cellules se suicident pour faire de la place en gros.
C'est un peu ça, ça sculpte littéralement des canaux internes, les tissus s'ouvrent, ils enveloppent les bactéries pour les loger dans des cryptes profondes, puis ils referment les pores derrière elles pour empêcher tout autre microbe de rentrer. C'est de l'architecture sur mesure? Absolument. La bactérie, elle vient pas juste s'installer dans une chambre vide. Sa présence, c'est ce qui dicte la formation physique de l'organe. Sans elle, l'organe lumineux reste atrophié et le calmar ne survit pas. Franchement, cette capacité de sculpter la biologie de l'hôte, ça bouleverse complètement la compréhension qu'on a de notre propre corps. On pourrait se dire, bon, ce type de symbiose physique, c'est réservé aux animaux marins un peu étranges. Ouais, on aime bien se rassurer comme ça. Unitaire humain, par exemple. Il y a des expériences assez célèbres sur des souris qui sont élevées dans des bulles complètement stériles, sans aucun germe. Les fameuses souris germe-free, oui. C'est ça. Et ce qu'on observe, c'est que sans aucun contact avec les bactéries, leur système immunitaire reste totalement rachitique. Leurs organes lymphatiques se développent pas correctement. En fait, elles sont incapables de survivre dans un environnement naturel. L'analogie est frappante. Grave. Tout comme le calmar a besoin d'une bactérie pour construire son organe de camouflage, nous, on a besoin de microbes pour construire nos propres défenses. Et du coup, ça nous oblige à revoir totalement la façon dont on imagine l'immunité. C'est vrai que la métaphore classique, elle est souvent très martiale. Exactement. L'idée reçue qu'on a tous, c'est que le système immunitaire, c'est une armée impitoyable. Et son seul but, c'est d'identifier et de détruire tout ce qui n'est pas nous. Mais si les microbes sont indispensables à la formation même de cette armée, l'analogie, elle s'effondre complètement. On est plus sur une force de maintien de l'ordre. Même plutôt une équipe de gardes forestiers, tu vois, qui gère un parc national. Ils sont pas là pour brûler la forêt au premier signe de vie étrangère. Ils sont là pour surveiller les populations, éviter qu'une espèce prenne trop de place et maintenir un équilibre écologique sain. Mais bon, la mécanique derrière ce tri m'interroge quand même. Sur quel aspect? Mais comment nos gardes forestiers moléculaires, là, comment ils savent faire la différence entre un microbe bâtisseur dont on a absolument besoin et un pathogène mortel? En fait, tout se joue au niveau des négociations chimiques, et c'est d'une sophistication inouïe. Prenez une bactérie intestinale très commune chez nous, Bacteroides fragilis, qu'on appelle souvent béphrag. Ok, la fameuse béfrag. Ouais. Pendant longtemps, les biologistes ont étudié des structures présentes à la surface des bactéries qu'on appelle les MAMP. En gros, ce sont des motifs moléculaires associés aux microbes, des signatures chimiques, quoi. Un peu comme un uniforme. Exactement. Et l'hypothèse initiale, c'était que notre corps détectait ces MAMP comme des signaux d'alarme pour lancer une grosse attaque inflammatoire. Mais Befrag, elle, utilise ces signaux d'une toute autre manière. Ah oui? Elle fait quoi? À sa surface, elle produit un sucre complexe super spécifique, un polysaccharide appelé PSA. Et quand les cellules de notre système immunitaire détectent cette molécule PSA, au lieu de déclencher les hostilités, elles activent des cellules régulatrices qui calment l'inflammation. Attends, donc c'est un signal de paix en fait, hein? C'est littéralement un passeport diplomatique. Il indique à nos gardes forestiers « Hey, je fais partie de l'écosystème, baissez les armes ici ». Bifrage, elle éduque notre système immunitaire à la tolérance, juste en calibrant le niveau d'inflammation de l'intestin. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. Parce que si ces micro-organismes, ils ont la capacité de sculpter nos organes, de programmer nos cellules immunitaires, avec des signaux chimiques, la frontière de leur influence, elle semble quasi illimitée. On passe d'une architecture physique à une forme de contrôle beaucoup plus intime, en fait. Tout à fait. Jusqu'où ce dialogue chimique peut-il aller? C'est la grande question. Exactement. Si ces molécules naviguent librement dans notre système, c'est légitime de se demander si elles influencent d'autres réseaux complexes, genre notre comportement ou notre neurologie. Et la réponse est oui. Bah oui. Il y a cet exemple fascinant des hyènes tachetées, étudié par le chercheur Kevin Theiss. Ça offre une perspective tellement dingue sur la communication animale. En gros, les hyènes, elles utilisent une pâte odorante, sécrétée par une glande, pour marquer leur territoire sur les herbes de la savane. Un comportement très classique chez les prédateurs. C'est ça. Ce marquage, c'est un langage social super complexe. Ça renseigne les autres sur l'âge, le sexe, le statut social de l'individu. Sauf que, et c'est là le plot twist, les hyènes ne fabriquent pas ces odeurs elles-mêmes. Ce sont les bactéries. Bingo! Ce sont les communautés bactériennes qui vivent dans leurs glandes, qui fermentent les sécrétions et produisent ces composés volatiles. Donc, la carte d'identité sociale de l'animal, elle est littéralement rédigée par des microbes. C'est du graffiti microbien.
Et cette influence sur le comportement, elle va encore bien plus loin quand on examine la chimie cérébrale des mammifères. Il y a eu des travaux majeurs de Paul Patterson et Sarkis Mazmanian sur des modèles murins, donc sur des souris, qui démontrent une mécanique fascinante entre l'intestin et le cerveau. L'ex-intestin-cerveau, c'est un sujet tellement chaud en ce moment. Exactement. L'expérience, elle partait d'un constat clinique à l'origine. Ils avaient remarqué que des infections virales sévères chez une mère, pendant la grossesse, semblaient corrélées à une augmentation des troubles du développement neurologique chez l'enfant à naître. Des troubles du genre autisme, schizophrénie, ce genre de choses. Tout à fait. Donc, pour comprendre ce lien, ils ont simulé une infection virale chez des souris gestantes. Et les souriceaux nés de ces mères présentaient des troubles du comportement majeurs. Asocialité, anxiété extrême, des mouvements répétitifs. Mais attends, je t'arrête 2 secondes. Puisque l'infection, elle était virale et qu'elle touchait la mère, c'est quoi le mécanisme qui relie ça aux bactéries intestinales du petit souriceau? Je vois pas le pont. Le pont, justement, c'est la barrière intestinale. En fait, l'infection maternelle, elle a déclenché une forte réponse immunitaire. Et ça a modifié la composition de la flore bactérienne du fœtus en développement. Le résultat, c'est que ça a provoqué une forte perméabilité de son intestin. Ah, ce qu'on appelle le leaky gut, l'intestin qui fuit. Exactement. Au lieu d'être une barrière bien étanche, l'intestin laissait passer des substances. Et parmi ces substances, il y avait un métabolite bactérien spécifique, le 4-éthylphénylsulfate, qu'on va appeler le 4PS pour faire simple. Oui, ce sera plus facile. C'est une molécule qui est produite par la fermentation bactérienne. À cause de cette perméabilité, le 4PS a fui dans la circulation sanguine du souriceau et il a fini par traverser la barrière hémato-encéphalique, donc il est entré dans le cerveau. D'accord, et une fois là-haut, il se passe quoi? Une fois dans le cerveau, cette molécule, elle interagit directement avec les régions liées aux émotions en mimant l'action de composés qui induisent l'anxiété. C'est dingue. Ouais, donc le comportement asocial, c'était pas une fatalité génétique. C'était une intoxication chimique continue provoquée par un déséquilibre microbien. Et la preuve de ça, c'est que lorsque les chercheurs ont administré la fameuse bactérie bifrag, dont on parlait tout à l'heure, à ces souris anxieuses, la bactérie a restauré l'étanchéité de la paroi intestinale, le 4PS ne fuyait plus vers le cerveau, et les comportements anxieux ont disparu. Mais c'est une démonstration mécanique hallucinante. Franchement, une molécule produite par une bactérie dans le côlon qui voyage jusqu'au cerveau, altère les neurotransmetteurs et redéfinit complètement la sociabilité d'un mammifère. C'est fou. Ça impose une certaine humilité intellectuelle, c'est sûr. Mais tu vois, face à ce genre de découverte, je trouve qu'il y a un piège. On est super tenté de projeter nos propres catégories morales sur la biologie. On veut à tout prix séparer la nature entre les bactéries bienveillantes, comme Bfrag, qui vient réparer notre intestin comme une bonne amie, et les bactéries malveillantes qui produisent des toxines. Les amis d'un côté, les ennemis de l'autre. C'est un réflexe tellement humain, cette binarité morale. Mais en biologie, ça ne tient pas la route une seule seconde. En écologie, la symbiose, c'est pas un partenariat romantique. C'est une négociation perpétuelle et souvent c'est basé sur de l'exploitation mutuelle pure et simple. T'as un exemple précis en tête à ce sujet? Il y a les biomorphes qui mangent par exemple la ciche tout jaune, ou encore les raputas qui éliminent les pierres pour plonger tout court à l'intérieur du tronc. Prends la bactérie Wolbachia. C'est sûrement l'une des plus répandues sur Terre, vu qu'elle infecte une majorité d'arthropodes, donc les insectes, les crustacés. Elle illustre parfaitement la relativité de ces rôles de bon ou mauvais. Dans de très nombreux cas, Wolbachia, c'est un parasite absolument redoutable. Genre, elle fait quoi si terrible? Elle manipule la reproduction de ses hôtes pour favoriser sa propre transmission. Ça va jusqu'à tuer systématiquement les embryons mâles de certaines espèces de papillons. Ou alors elle féminise carrément des cloportes qui sont génétiquement mâles juste en bloquant leurs hormones. Ah oui, un parasite manipulateur pur et dur, quoi. Le méchant de l'histoire. Absolument. Mais cette même souche bactérienne, si tu l'insères dans un autre contexte évolutif, elle devient vitale. Chez la punaise de lit, par exemple. Son alimentation, elle est exclusivement basée sur le sang, qui manque cruellement de vitamine B. Et devine quoi? C'est Wolbachia qui lui synthétise ses vitamines. Pile ça. Elle devient un partenaire totalement indispensable à sa survie. Autre exemple, chez les chenilles mineuses. La bactérie, elle manipule la physiologie de la feuille d'arbre sur laquelle vit la chenille pour que la feuille reste verte et gorgée de nutriments, même en plein automne. Ça offre un abri nourricier parfait à la chenille. Donc la bactérie passe de bourreau génétique, tueur de mâles, à fournisseur de ressources essentielles et bâtisseur de maisons, juste en fonction du contrat évolutif qu'elle a avec l'hôte. Exactement.
Tout dépend du contexte. Le contexte modifie totalement l'impact. Et parfois, ce qui est dingue, c'est que ce changement de statut, il se perd en une fraction de seconde chez un même hôte. Tu vois, l'utilisation agricole du pesticide Bt, Ah oui, le bacille de Thuringe. c'est ça. C'est une bactérie qu'on utilise depuis longtemps pour tuer les chenilles ravageuses dans les cultures. Et pendant des années, on a cru que la toxine de cette bactérie agissait comme un poison systémique classique, mais en réalité, le mécanisme, il est purement mécanique. La toxine du Bt, elle vient perforer la paroi de l'intestin de la chenille. Donc elle fait juste des trous. Voilà. Et la mort de l'insecte, en fait, elle n'est pas causée directement par le Bt. Elle est causée par les propres bactéries digestives de la chenille. Celle-là même qui l'aidait à digérer. Exactement. Celle qui bossait pour elle. Avec les perforations, elle fuit à travers l'intestin et elle se retrouve dans l'hémolymphe, donc le sang de l'insecte. Le système immunitaire s'emballe complètement face à ces bactéries qui sont soudainement hors de leur zone autorisée et ça déclenche une septicémie fatale. Des partenaires symbiotiques deviennent des agents mortels juste parce qu'ils ont franchi une barrière physique d'1 millimètre. C'est fascinant et ça souligne vraiment à quel point l'eau doit gérer activement cet écosystème pour maintenir chaque bactérie à sa place. L'être humain a d'ailleurs développé des structures de contention qui sont hyper élaborées pour ça. Tu penses à quoi en premier lieu? La première ligne de défense, c'est le mucus intestinal. C'est une espèce de couche épaisse de glycoprotéines qui agit comme une zone tampon physique entre nos cellules et les microbes. Mais la gestion la plus sophistiquée, à mon sens, on l'observe dès la naissance, via le lait maternel. Ah oui, les fameux sucres du lait. Voilà, le lait humain contient des glucides très particuliers, les oligosaccharides du lait humain, ou HMO. Ce sont des chaînes de sucre très complexes. Or, le truc fou, c'est que l'estomac et l'intestin du nourrisson ne possèdent absolument pas les enzymes nécessaires pour les digérer. D'un point de vue évolutif, on pourrait se dire que c'est complètement absurde pour une mère de dépenser autant d'énergie à fabriquer des nutriments que son bébé ne peut même pas absorber. Ça paraîtrait absurde, oui. Sauf que ces HMO ne sont pas destinés au bébé. Ils sont pour les bactéries? Exactement. Ils sont conçus comme une source de nourriture exclusive pour une bactérie bien spécifique, Bifidobacterium infantis. En fait, la mère nourrit directement cette bactérie pour qu'elle prolifère, qu'elle occupe tout le terrain intestinal de l'enfant et qu'elle sécrète des acides. Ces acides vont abaisser le pH et rendre l'environnement super hostile pour les éventuels pathogènes. Mais c'est un niveau de contrôle bluffant en fait. On fournit un accès exclusif à des ressources pour choisir le locataire qu'on veut. C'est l'équivalent biologique d'un contrat de bail ultra strict, quoi. On offre un logement sécurisé, c'est le mucus. On fournit le buffet à volonté, ce sont les HMO du lait. Mais on garde la haute main sur la sécurité. Et pour la sécurité, on a même une véritable milice privée. Ah, tu parles des phages? Ouais, les bactériophages. On a trop souvent tendance à oublier ces virus spécialisés dans la destruction des bactéries. Loin d'être nos ennemis, une quantité massive de ces phages s'ancre très naturellement dans notre couche de mucus. Comme des videurs de boîtes de nuit à l'entrée de l'intestin. C'est totalement ça. Ils agissent comme des sentinelles. Ils font éclater les bactéries qui tenteraient de traverser la frontière vers notre sang. Notre survie, elle dépend de tout ce réseau complexe de barrières, d'appâts nutritifs et de virus tueurs. Sauf que c'est un équilibre dynamique, forgé sur des millions d'années d'évolution. Et le problème majeur aujourd'hui, c'est que ce système de contention, il subit de plein fouet les contre-coups de notre mode de vie moderne. Tout à fait. On en détruit les fondations. Et quand cet équilibre vacille, l'écosystème entier bascule dans un état de dysbiose. Les régulateurs disparaissent, le terrain devient un terrain vague propice à une prolifération incontrôlée. Pour bien visualiser comment un effondrement comme ça se passe, les travaux de l'écologue marin Forrest Rower sur les récifs coralliens sont super parlants. Les îles de la Ligne, oui. C'est ça. Sur le récif isolé de Kingman, qui est préservé de l'activité humaine, la chaîne alimentaire est intacte. T'as les requins qui dominent, les poissons herbivores qui nettoient le corail en permanence, et les microbes sont maintenus à un niveau très bas. Tout va bien. Un écosystème sain, en somme. Exactement. En revanche, si on regarde près de l'île Christmas, qui est habitée et soumise à une grosse surpêche, le tableau est dramatique. Les prédateurs et les poissons brouteurs ont disparu, et du coup les algues charnues prennent complètement le dessus sur le corail. Et le pire, c'est la façon dont les algues tuent le corail à cette échelle. Ouais, on pourrait penser que c'est juste un étouffement physique, genre elles poussent dessus et ça les cache du soleil. Mais en fait, l'étouffement, il est microbien. Ces algues, elles libèrent dans l'eau des quantités massives de carbone organique dissous, le DOC. Du sucre pur dans l'océan, en gros. C'est ça, c'est un engrais surpuissant pour les microbes présents autour du corail.
Les bactéries se mettent à proliférer de manière explosive, elles consomment tout l'oxygène de l'eau environnante et elles asphyxient littéralement les polypes coralliens. Donc ce qui tue le corail, c'est pas un nouveau virus, c'est le gavage et la surpopulation des bactéries locales. C'est la mécanique exacte de la dysbiose. Et cet effondrement à l'échelle d'un récif corallien, c'est vraiment le miroir parfait de ce qui se passe à l'échelle microscopique dans nos propres intestins. Les études du microbiologiste Jeff Gordon sur l'obésité, elles traduisent exactement cette même rupture d'équilibre. Ah oui, ces travaux sur les souris sont devenus des classiques. Ouais. Il a montré que le stockage des graisses, c'est pas qu'une simple équation thermique basique de calories ingérées contre calories brûlées. La composition de notre communauté microbienne change complètement la donne. De quelle façon, concrètement? Des microbes issus de phénotypes obèses sont capables d'extraire beaucoup plus d'énergie des aliments. Ils décomposent des glucides complexes que l'hôte, lui, ne digère pas naturellement et ils libèrent des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras vont signaler activement au métabolisme de stocker de la graisse. Attends, la preuve mécanique, c'était bien avec les transplantations fécales, non? Exactement. Ils ont pris la flore intestinale de souris obèses et ils l'ont transplantée dans l'intestin de souris stériles. Ces souris stériles ont alors développé une obésité sans même changer de régime alimentaire. La dysbiose s'est transmise avec les microbes. C'est incroyable. Et à l'autre bout du spectre nutritionnel, il y a aussi cette étude sur le kwashiorkor, cette forme grave de malnutrition infantile qu'on observe au Malawi. Ça révèle un blocage similaire. Le microbiome de ces enfants en malnutrition, il reste figé dans un état très immature. Ouais, le système est bloqué. Voilà. Et même quand les médecins leur administrent une pâte thérapeutique à super haute valeur nutritionnelle, ça suffit pas. Les microbes dysbiotiques bloquent l'absorption correcte des nutriments et ramènent constamment l'intestin vers un état inflammatoire. La boucle est bloquée. Et cet état d'inflammation chronique, c'est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'hypothèse de l'hygiène, ou l'hypothèse des vieux amis. Tu peux expliquer un peu ce concept? Bien sûr. Historiquement, notre système immunitaire a coévolué avec un apport constant de microbes environnementaux qui l'aidaient à calibrer ses réactions. Mais notre mode de vie occidental moderne, il a drastiquement réduit cette exposition. À cause de notre obsession pour la propreté Entre autres, il y a l'aseptisation des environnements, bien sûr, mais aussi l'augmentation des naissances par césarienne, qui empêche l'encensement naturel par la flore maternelle à la naissance, l'absence d'animaux de compagnie aussi, les chiens par exemple, ce sont d'excellents vecteurs de diversité microbienne. Tout ça appauvrit notre bibliothèque interne. Mais j'imagine que le pire facteur, ça reste quand même ce qu'on met dans notre assiette. C'est le facteur déterminant, oui, l'alimentation. L'industrie agroalimentaire, elle produit une nourriture ultra transformée qui est quasiment dépourvue de fibres complexes. Or, on l'a vu, ces fibres, c'est la nourriture exclusive de nos bactéries bénéfiques. Et donc, si on les affame, elles font quoi? Elles meurent. Certaines meurent, oui. Mais d'autres, face à cette famine, ces bactéries doivent trouver une autre source de carbone pour survivre. Et elles se tournent vers la seule source disponible, notre fameuse couche de mucus qui tapisse nos intestins. Ah waouh! Elles mangent notre bouclier de protection? Le dévore, ouais. Ce faisant, elle se rapproche dangereusement des cellules immunitaires de la paroi intestinale. Le corps passe en état d'alerte maximale et se maintient dans une inflammation perpétuelle. Ce mécanisme, ça pourrait expliquer l'augmentation fulgurante des maladies auto-immunes, des allergies, de la maladie de Crohn, etc. C'est un peu effrayant. La question qui découle logiquement de tout ce constat écologique, c'est de savoir si cette boucle de destruction est réversible. Est-ce qu'il suffit d'une modification soudaine de régime, genre manger massivement des fibres ou adopter un chien, pour restaurer notre forêt intérieure? Ou bien, tout comme le récif corallien submergé par les algues dont on parlait, est-ce qu'il existe un point de non-retour où l'écosystème verrouille son nouvel état dégradé? C'est le grand défi thérapeutique actuel, en fait. Il faut comprendre qu'un écosystème dysbiotique, c'est pas un système qui est faible. C'est un nouvel équilibre biologique qui est extrêmement résilient. Il résiste au changement, même si le changement est positif pour nous. Exactement. Les bactéries pathogènes ou pro-inflammatoires s'ancrent profondément. Elles modifient le pH de l'intestin et elles créent un environnement hostile au retour des espèces bénéfiques. Donc tenter de corriger ça avec juste une petite cure de probiotiques achetée en pharmacie, c'est un peu comme jeter une poignée de graines dans une forêt qui est en train de brûler. Ça sert pas à grand-chose. Ça suffit pas, non. La restauration nécessite très souvent de réintroduire des communautés complexes et complètes, par exemple via des transplantations fécales dans les cas sévères, tout en modifiant de manière drastique l'environnement chimique de l'intestin pour permettre leur implantation sur le long terme. En gros, la conclusion de toutes ces recherches, c'est que ça nous impose une refonte totale de notre rapport au monde vivant.
poursuivre cette espèce de guerre d'éradication chimique contre le monde microscopique à coups d'antibiotiques et de gel hydroalcoolique, c'est juste un non-sens biologique. Complètement. Comme le souligne d'ailleurs brillamment l'une de nos sources aujourd'hui, les animaux sont peut-être le glaçage de l'évolution, mais les bactéries en sont le gâteau. C'est une image parfaite. On est construit par leurs interactions moléculaires, on est protégé par leurs négociations chimiques, et on tombe malade quand notre mode de vie vient briser ce contrat symbiotique. L'avenir de la médecine, c'est vraiment de devenir une science de gestion écologique. L'enjeu, c'est de cultiver la résilience de notre parc national intérieur, plutôt que d'essayer de le stériliser à tout prix. C'est ça, et je trouve que cette perspective, elle laisse place à une dernière réflexion qui est profondément vertigineuse sur la nature même de la condition humaine. Je t'écoute. Eh bien, si les fondations même de notre biologie, l'architecture de nos organes, la calibration hyper précise de nos défenses, la façon dont on stocke notre énergie, et même jusqu'aux molécules qui dictent nos niveaux d'anxiété ou nos comportements sociaux, si tout ça est régi en continu par des milliards d'organismes non humains qui poursuivent leur propre logique de survie, où est-ce qu'on trace la véritable frontière de l'identité humaine ? C'est une excellente question philosophique. N'est-ce pas? Si une part de nos réactions émotionnelles ou même de nos désirs alimentaires échappe à la volonté pure pour relever au final d'une simple équation microbienne, il va peut-être falloir repenser la manière dont notre société fonctionne. Comment la philosophie ou même le système judiciaire va pouvoir évaluer la responsabilité individuelle face à des actes qui pourraient être influencés par une dysbiose profonde. La ligne entre le je et le nous devient très floue. Exactement. La prochaine fois qu'on observera un animal isolé dans la nature ou qu'on croisera notre propre reflet dans un miroir le matin, ce sera bien de se rappeler de Baba le pangolin. Derrière l'illusion d'une entité unique, autonome et parfaitement maître de ses choix, il y a une multitude silencieuse. Un réseau d'intelligence biochimique sans lequel on ne serait littéralement rien du tout.